Je vous propose qu'on commence doucement et puis on laisse à celles et ceux qui sont un peu en retard, le temps de rejoindre, pendant l'introduction du webinaire. Donc avant tout, bah, merci à toutes et tous d'être, parmi nous pour parler de la préservation du hérisson d'Europe aujourd'hui. Donc avant de passer la parole à Victoire qui vous présentera le fond du webinaire, l'idée c'était de vous présenter rapidement quand même la Fédération France Nature Environnement et puis les grandes actions, qu'on met en place et puis après de laisser la parole à Victoire. Du coup donc, pour vous présenter FNE, donc FNE c'est la première fédération française des associations de protection de la nature, qui existe depuis 1968 et qui travaille pour la préservation de la nature et la promotion de solutions qui permettent de concilier à la fois la qualité de vie et la préservation du vivant. Donc c'est un Victoire, tu peux passer à la slide suivante. Donc c'est un réseau d'associations qui regroupe au niveau national 47 associations, qui sont regroupées en 3 catégories. Donc une partie qui est, l'ensemble des fédérations, France Nature Environnement régionales qui elles-mêmes fédèrent d'autres fédérations au niveau, départemental et local. Un ensemble d'associations nationales qui travaillent pour la préservation de la nature et qui adhèrent au réseau France Nature Environnement, et y apportent leur expertise, environnementale. Et puis des associations qu'on appelle correspondantes, qui sont des associations qui agissent sur d'autres thématiques que la préservation de la nature, mais qui dans leurs projets associatifs, travaillent avec nous pour protéger l'environnement. Donc cette fédération, elle regroupe, on estime plus de 6 000 associations fédérées à toutes les échelles, et sur l'ensemble du territoire français hexagonal et ultramarin et environ 1 million de personnes qui sont affiliées du coup à l'ensemble de ces associations. L'expertise des FNE, elle se regroupe, dans différents réseaux. Donc vous voyez les différentes thématiques. Donc on a 10 réseaux thématiques qui regroupent des bénévoles et des salariés dans toute la France, et qui permettent donc à la fois de développer des projets, de développer des stratégies. Donc, vous voyez les 10 premières vignettes: agriculture, alimentation, biodiversité, eau et milieux aquatiques, énergie, forêt, océans, mer et littoraux, prévention, gestion des déchets, santé, environnement, territoire et mobilité durable et risques et impact industriel. Et à côté de ces 10 réseaux-là, on regroupe, 2 réseaux de métiers, donc qui sont des, 2 en fait, qui regroupent 2 grandes a types d'actions qu'on va développer au sein des FNE. Le réseau éducation et sensibilisation à l'environnement et à la nature, donc qui travaille sur tous les projets, d'éducation pédagogique sur la nature et l'environnement, que ce soit auprès des publics scolaires, des adultes, des enfants, hem, voilà, donc globalement, en fait, l'ensemble de ces activités-là et le réseau juridique qui regroupe, les juristes, bénévoles et salariés dans toute la France. Hem, le FNE, c'est un réseau. Tu peux passer à la station. Hem, vous pouvez connaître FNE à travers différents types de projets. Donc, on développe un ensemble de campagnes pour mobiliser et donner les moyens d'agir aux citoyens et citoyennes. Donc vous pouvez potentiellement, avoir entendu parler de Sentinelle de la nature qui permet d'alerter sur des dégradations environnementales et de valoriser des initiatives favorables à l'environnement. Bon, dans le thème du webinaire d'aujourd'hui, vous avez probablement entendu parler, de l'opération Hérisson, sur lequel vous pouvez faire des observations de hérissons partout en France. On a tout un ensemble d'actions qui sont mis en place pour informer, sensibiliser le public sur les grands enjeux environnementaux, donc à travers à la fois des sorties, des webinaires, des publications, et puis des projets de restauration de la nature qui sont mis en place. Vous avez peut-être entendu parler des 2 opérations qui ont été réalisées, avec, France Télévisions, donc qui ont permis à la fois de financer et de développer du coup des projets partout sur le territoire, aux arbres citoyens sur les arbres et les forêts, les super pouvoirs de l'océan sur, les mers et les océans. Globalement, on considère que l'impact des FNE, il se fait à plusieurs niveaux en fonction des différentes actions qui sont réalisées, à la fois auprès des décisionnaires à travers le travail de plaidoyer qui est réalisé notamment au niveau national, mais également, à toutes les échelles de la fédération. Un ensemble donc du coup d'actions de sensibilisation, de communication qui, on estime touche environ 2 millions de personnes chaque année et puis, c'est un réseau d'associations qui est, reconnu pour son action pour la défense des droits de l'environnement. Voilà pour les grandes lignes de FNE et je vais laisser la parole à Victoire pour présenter, heu, la préservation du Hérisson d'Europe.
Merci Julie. Donc bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Victoire Kuhn et je suis chargée de mission opération hérisson chez France Nature Environnement Doubs. Et donc c'est moi aujourd'hui qui vais vous parler du hérisson. Pour vous expliquer un petit peu le déroulé, on va d'abord rappeler un peu les généralités qui existent sur le hérisson pour bien le cerner. Ensuite, on parlera des gestes un peu plus concrets pour préserver la biodiversité à son échelle et plus particulièrement le hérisson. Et puis enfin, je vous présenterai l'opération hérisson et on aura un temps de fin pour poser quelques questions. On ne pourra pas toutes les prendre, mais on essaiera de prendre celles qui reviennent le plus. Il y aura également des petites minutes du hérisson où je vais vous inviter à interagir avec nous via le chat. Donc, il y aura des petites questions et vous aurez l'opportunité de répondre via la conversation. Donc, le hérisson d'Europe, qui est-il? Déjà, c'est la seule espèce de hérisson qu'on ait en France hexagonale. Son nom scientifique, c'est Erinaceus europaeus. C'est le seul mammifère à piquant, ce qui fait qu'il est plutôt facile à reconnaître, et il fait partie de la famille des Erinaceidae. Dans cette famille, on va retrouver environ 19 espèces, et du coup, on commence directement par une petite minute du hérisson. Parmi ces hérissons, selon vous, lequel est un hérisson d'Europe? Donc, je vous laisse regarder les différentes photos et puis mettre la lettre de la photo pour laquelle vous pensez que c'est un hérisson d'Europe. Je vous laisse une vingtaine de secondes. Je vois beaucoup de C dans le chat. OK, C ou D. Il y a du E qui ressort également. OK, c'est pas mal. Tout de suite, je vous donne la réponse. Et donc, c'était bien la réponse C. C'est donc le hérisson qui est tout à droite sur votre écran. Comme vous le voyez, il y a des hérissons qui vont être très différents du hérisson d'Europe. Il y a celui, par exemple, qui a de longues oreilles, qui est très différent des oreilles qu'on a sur le hérisson d'Europe. Vous en avez un, vous l'avez probablement souvent vu en photo sur les médias, qui est le hérisson à ventre blanc. Qui est un hérisson qui a des poils très blancs sur le ventre et la tête, et puis des piquants en général plus clairs que le hérisson d'Europe. Et sachez qu'en tout cas, ce n'est pas l'espèce du tout qu'on a en France, donc ne vous faites plus avoir si jamais vous le voyez en titre de journaux avec écrit hérisson d'Europe. Donc bravo pour toutes les réponses. Pour continuer sur notre ami à piquant, le hérisson est un animal sauvage. Dans certains pays, il est vendu à l'adoption. Ce n'est pas le cas en France. C'est vraiment, voilà, il fait partie de la faune sauvage. C'est une espèce qui est solitaire, excepté au moment de la reproduction, mais c'est assez rapide en général entre le mâle et la femelle. Et pendant la période en fait où la femelle va élever les petits. C'est une espèce qui est également crépusculaire à nocturne, donc sa période d'activité va être plutôt de nuit. On peut l'observer de jour, mais en général, c'est de nuit qu'il est plus actif. Et ensuite, on considère que le hérisson, il est plutôt omnivore, tout simplement parce que c'est vrai que son régime alimentaire va être beaucoup constitué d'insectes, mais de façon générale d'invertébrés, puisqu'il va consommer, comme vous le savez, des limaces, des escargots, des petits vers, mais il va pouvoir aussi manger des baies, des fruits, des graines, quelquefois des petits amphibiens, des petits rongeurs, donc plutôt des bébés en général. Et donc, on dit aussi qu'il est opportuniste, plutôt que chasseur, c'est-à-dire qu'il va en fait consommer ce qu'il va trouver sur son chemin. Donc, on le disait tout à l'heure, il est actif plutôt de nuit, mais pas tout au long de l'année. Sa période d'activité, elle va en moyenne de mars à octobre, puisque, vous le savez probablement, le hérisson est considéré comme une espèce qui va avoir une dormance hivernale. Voilà, on parle d'hivernation, ça dépend aussi des régions. Mais donc, c'est une période cruciale pour lui où il va devoir faire beaucoup de réserves pour passer la saison froide. Où vit-il maintenant? Alors, on l'appelle le hérisson d'Europe, mais évidemment, il ne vit pas qu'en France hexagonale. On va le retrouver beaucoup dans l'Europe de l'Ouest, mais comme vous le voyez sur cette carte, un peu partout en Europe avec des zones de plus forte concentration. En France, on va le retrouver sur tout le territoire de l'Hexagone, Corse comprise où il a été introduit à une époque. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on va à la fois le retrouver dans les Calanques près de Marseille, jusqu'à 1200, voire plus de mètres d'altitude, voire un peu plus, même s'il devient plus rare dans des altitudes au-dessus de 1200 mètres. C'est une espèce qui va affectionner des milieux variés, donc tout ce qui est bois, lisière, de forêt, les bosquets, les haies, les jardins, les prairies. Il n'est pas très spécifique sur ces milieux-là, un peu moins tout ce qui est champs. Il va construire ce qu'on appelle un nid ou un abri comme refuge. Et ces nids, en fait, ils vont être différents suivant la saison, mais aussi leur fonction. Il va y avoir un nid d'été, d'hiver, et aussi un nid pour mettre bas et élever les jeunes.
Vous doutez bien que celui d'hiver va être un petit peu plus fourni afin de pallier aux intempéries de la saison. On est sur une nouvelle minute du hérisson. Donc, selon vous, quelles sont les affirmations suivantes qui sont véridiques? Donc, la réponse A, c'est une espèce protégée. Réponse B, c'est une espèce en voie de disparition. Réponse C, c'est une espèce menacée. Et réponse D, c'est une espèce quasi menacée d'extinction. Oui, c'est ça, pardon. Je vous laisse répondre. Il peut y avoir plusieurs réponses vraies. Donc, je vois pas mal de A qui passent. Il y a du C qui ressort également. Bon, il y a un peu de tout finalement. Je vous laisse encore une dizaine de secondes pour écrire vos réponses. Ok, il y a quand même pas mal de A et de C qui ressortent dans les réponses que vous mettez. Ok, encore quelques secondes et je vous donne la réponse. Ah, il y a quelqu'un qui a mis toutes les réponses. Et donc, c'était la réponse A et la réponse D, puisque le hérisson est une espèce protégée et le hérisson n'est pas une espèce menacée, mais une espèce quasi menacée d'extinction. On va voir ça un petit peu après, puisque je vais vous exposer maintenant le statut du hérisson et puis sa place dans l'écosystème. Donc, effectivement, le hérisson est une espèce protégée par la loi. Et c'est une espèce qui est classée quasi menacée d'extinction depuis fin 2024, donc c'est assez récent. Depuis 2017, il était classé en préoccupation mineure et il a évolué récemment sur la liste rouge de l'Union internationale pour la conservation de la nature. Cette évolution, elle s'est faite en se basant sur des études réalisées dans des pays européens, mais pas la France, il faut le savoir, c'est important. Et donc, ça veut dire pour l'instant, le hérisson n'est pas encore menacé, donc on a encore de la marge pour agir et pour le préserver, mais ça sonne quand même, ça tire la sonnette d'alarme pour agir, puisque si on continue sur cette voie, le hérisson va probablement continuer à évoluer sur cette liste. En termes de statut et place dans l'écosystème, alors, on parle souvent du rôle du hérisson dans le jardin, du fait que c'est un auxiliaire des jardins, que c'est un ami du jardinier. Il faut savoir que le rôle qu'on donne au hérisson, en fait, c'est d'un point de vue très humain, puisqu'en fait, on a besoin de trouver une utilité à toutes les espèces et les êtres vivants. Après, on pourrait se poser aussi la question de notre utilité vu notre impact sur la planète. Donc, le hérisson, moi, j'ai envie de vous dire, il a juste sa place en fait dans l'écosystème en tant qu'être vivant. Au-delà de ça, c'est une espèce parapluie. Donc, comme vous l'avez vu sur la carte tout à l'heure, on va le retrouver un peu partout en France hexagonale. En plus, c'est une espèce qui peut parcourir jusqu'à 4 km par nuit. Et donc, ce qui est intéressant avec cette espèce, c'est qu'au-delà de son capital sympathique et très fort auprès des publics, comme il est partout en France et qu'il a pas mal de périmètres à parcourir, quand on va protéger le hérisson, on va protéger son environnement. Et donc, en protégeant le hérisson, on va protéger plein d'autres espèces avec. C'est ça qu'on appelle en fait une espèce parapluie. Donc, c'est un peu le petit schéma que vous avez là, où c'est comme si le hérisson avait un parapluie qui lui permettait de protéger toutes les espèces qui vivent aussi dans son écosystème. C'est aussi une espèce sentinelle. Une espèce sentinelle, c'est une espèce qui va donner l'alerte dans les premières espèces sur la dégradation de la qualité de son environnement. Donc, vous le voyez, le hérisson, c'est une espèce qui est proche du sol. En plus, il est tout le temps en train de flairer pour aller trouver des proies. Ce qui fait qu'il est particulièrement exposé à tout ce qui est dégradation, donc la pollution, les produits toxiques, etc., qui peuvent être présents dans son environnement. Donc, le hérisson, en fait, il va aussi tirer la sonnette d'alarme pour les autres espèces, puisque si on voit que son état se dégrade, c'est probablement que son environnement est également en train de se dégrader. Avant d'aborder les menaces, je voulais revenir un petit peu sur les besoins de base du hérisson, afin qu'on soit tous sur la même base. Le hérisson, comme tout être vivant, il a besoin de se nourrir et de s'abreuver. Il faut savoir qu'un hérisson, c'est un peu comme nous. Pendant plusieurs jours, il peut ne pas manger. Bon, ça dépend les personnes, mais en tout cas, pendant plusieurs jours sans boire, ça peut devenir compliqué. Il a besoin de s'abriter, donc de construire son refuge, son nid. Il a besoin de se reproduire et pour faire ces trois choses, il va avoir besoin de se déplacer. Comme je vous le disais tout à l'heure, le hérisson, il peut parcourir jusqu'à 4 km par nuit. Donc, il a vraiment besoin de pouvoir passer en fait les différents milieux facilement et dans l'idéal, ne pas se faire écraser par des voitures. Et on l'a abordé juste avant, il a évidemment besoin d'un environnement sain et de qualité pour pouvoir rester en bonne santé.
Donc là, on va parler un petit peu plus des menaces. Là, c'est un schéma qu'on avait fait pour la fête des hérissons qui a eu lieu pour l'édition de 2023. On a réparti, alors c'est une liste non exhaustive, mais de façon générale, on a divisé en fait les différentes menaces en tant que dangers d'origine naturelle, les dangers d'origine qui peuvent être d'origine humaine et naturelle, et puis les dangers d'origine humaine. Comme vous voyez, je pense que ça se voit tout de suite à l'œil nu. Le schéma, il est très déséquilibré. Il y a beaucoup de dangers qui proviennent de l'humain. On ne va pas tout passer parce que ça prendrait trop de temps, mais voilà, de façon générale, dans les dangers d'origine naturelle, on va avoir la prédation, qui est un événement naturel. Hein. Donc, le hérisson va être consommé par d'autres êtres vivants qui ont besoin de se nourrir. En général, c'est plutôt le hibou grand-duc et puis le blaireau. Mais lui aussi, hein, il faut savoir qu'il va prédater d'autres espèces, donc ça fait partie du cycle de la vie. Il va également être exposé à des parasites et des maladies. Dans un environnement sain, il est normal que certains individus contractent des maladies ou qu'ils soient attrapés par des parasites. Après, voilà, comme vous le savez, il y a de plus en plus d'environnements naturels qui sont dégradés, donc malheureusement, il peut devenir plus sensible à des parasites et des maladies. Dans les dangers d'origine humaine et naturelle, alors on va retrouver les noyades. Donc quand il y a des mares naturelles, en général, voilà, il en existe encore. Le hérisson, c'est un bon nageur, mais il faut qu'il puisse sortir de la mare. En revanche, ce qui est moins naturel, c'est quand on a une piscine ou une mare artificielle avec des bords très abrupts. Là, du coup, le hérisson ne pourra pas sortir et va se noyer. Et puis, ce qu'on a appelé là les pièges, donc ça peut être les trous naturels dans lesquels il va tomber et pas pouvoir remonter. Il peut grimper un petit peu, mais il a besoin d'avoir quand même quelques prises pour le faire. Et puis, dans les jardins, les pièges, ça va être tout ce qui est gouttières dans lesquelles il va pouvoir essayer de passer, les regards, les grillages également. Moi, j'ai pas mal de retours de personnes, malheureusement, qui trouvent des hérissons qui sont restés coincés dans des grillages. Donc voilà. Et puis, il peut aussi être attiré par des déchets dans lesquels il y aurait des restes de nourriture et puis rester coincé à l'intérieur. Et donc maintenant, je vais vous parler des dangers d'origine strictement humaine. Donc on a pas mal d'incidents avec des animaux domestiques, notamment le chien, mais je reviendrai dessus un petit peu après. Tout ce qui est travaux d'entretien du jardin, donc je pense que vous avez dû entendre parler des incidents qui arrivent avec des tondeuses chaque année. Il y a des milliers d'individus qui sont admis en centre de soins qui ont été blessés, voire plus, par des tondeuses. On a évidemment tout ce qui est pesticides, insecticides utilisés au jardin, les collisions routières. Je pense que c'est une des causes qui est la plus connue par les personnes, puisque c'est une des causes les plus visibles sur les routes. On a l'agriculture intensive, donc avec le fait d'arracher les haies, d'utiliser des produits toxiques, etc. Dans les champs, ça diminue les populations d'insectes et puis également ça enlève des refuges pour le hérisson, que sont les haies. On a tout ce qui est pollution de façon générale, donc les déversements de métaux lourds dans la nature, etc. Les bouleversements climatiques, j'en parlerai un petit peu après. Et puis, une des grosses menaces qui pèsent de façon générale sur la biodiversité, c'est la destruction et la fragmentation de ces milieux de vie. Donc, on en parlait tout à l'heure, le hérisson a besoin de se déplacer. Au fur et à mesure qu'il y a des constructions sur des milieux naturels et qu'on construit des routes, ben, c'est de plus en plus d'obstacles pour le hérisson pour sa vie de façon générale. Alors, le hérisson, il a une petite médaille, mais c'est une médaille qui est assez malheureuse, puisque c'est le mammifère le plus admis en général dans les centres de soins de la faune sauvage. Et là, je vous ai mis en fait un podium Alors, c'était d'un centre de soins qui avait listé les causes d'entrée des hérissons sur différentes années. Donc, en première place, on avait tout ce qui était activité humaine. Donc, ça peut être lié à l'utilisation de la tondeuse, des feux de feuilles, la route également. Ça peut être aussi tout ce qui est quand on débroussaille voilà, le jardin, les haies et qu'on dérange des hérissons déportés. En deuxième, on avait tout ce qui était bouleversement climatique. Donc, comme vous le savez, aujourd'hui, on fait face à de gros changements qui sont difficiles à prévoir sur l'année. En fait, le hérisson, comme beaucoup d'espèces animales, il ne va pas apprécier tout ce qui est événement extrême. Donc, on va avoir de gros épisodes de canicule où l'eau se fait plus rare, donc ça devient difficile de pouvoir s'hydrater. Mais également, ça développe beaucoup de parasites qui peuvent attaquer le hérisson. Et puis, dans le cas contraire, quand on a une période très, très pluvieuse, notamment en reproduction, la survie des portées peut être moindre.
Et puis en troisième, on a tout ce qui est interaction animale. Donc, on a évidemment la prédation naturelle qui est faite par des animaux sauvages, mais je vous en parlais un petit peu tout à l'heure, on a beaucoup d'incidents avec des chiens. Donc malheureusement, il y a des chiens avec qui ça se passerait très bien, hein, qui sont tout à fait en paix avec le reste de la faune sauvage, mais il y a d'autres animaux qui montrent des comportements agressifs envers la faune sauvage. Et donc, dans le meilleur des cas, on va dire, on a juste du stress causé par des aboiements. Et puis, ça peut aller jusqu'à des morsures, des blessures, et puis de temps en temps, un hérisson qui passe sous les crocs et qui ne survit pas au chien qui l'a attaqué. Donc voilà, pour une fois, ce n'est pas le chat qui pose problème, c'est le chien, en tout cas certains chiens. Maintenant, on va passer plus à la partie préserver la biodiversité à son échelle. Et avant de commencer cette partie, on passe de nouveau à une minute du hérisson. Connaissez-vous des initiatives favorables aux hérissons et à la biodiversité? Et je vous laisse répondre dans le chat pour voir un petit peu ce que vous connaissez et puis voir aussi s'il y a des choses que je ne connais pas. Donc, je vous laisse quelques secondes pour donner peut-être des choses qui peuvent être mises en place afin de l'aider. Alors, je vois planter des haies, oui, laisser des passages sous le grillage, laisser des parties du jardin, bien entendu, oui, laisser de l'eau à disposition. OK. Il y a beaucoup d'eau qui ressort, des tas de bois également, des tas de feuilles, laisser des branchages, très bien. Fabriquer un abri pour hérissons. Le projet Pique en ville, qui est un très beau projet porté par le groupe Mammalogique Normand, on va en parler tout à l'heure. Construire des abris. Ne pas utiliser de produits phytosanitaires, très bien. Un coin sauvage dans le jardin. Mettre fin au capitalisme, oui, pourquoi pas. Aménager une niche pour l'hiver, faire des trous dans le mur et des clôtures, ok. Bon, je regarde s'il y a d'autres choses qui ressortent qu'on n'aurait pas lues. Tonte maîtrisée, pas d'anti-limaces. Ok, super. Bah, écoutez, vous avez déjà pas mal d'idées, donc on va revoir ça tous ensemble. Donc, en premier, effectivement, pour préserver la biodiversité à son échelle, on va favoriser la biodiversité. Je vous l'expliquais tout à l'heure, le hérisson, on ne va pas juste le protéger lui, on va protéger en fait son environnement. Donc, c'est important d'avoir un environnement de qualité qui soit sain. Pour ce faire, donc, il y a évidemment le fait de planter des espèces locales, mellifères et diversifiées. Ça, c'est pour enrichir votre jardin en biodiversité. Ça ne sert à rien de planter des espèces ornementales ou qui sont exotiques. Ce n'est pas du tout intéressant pour les insectes et puis ça peut représenter en plus des pièges pour les insectes, donc, qui est quand même une des sources principales de nourriture du hérisson. Et puis, c'est important d'avoir un peu comme dans la nature, quand vous allez en forêt, quand vous allez dans un milieu naturel, en fait, vous avez plein d'espèces différentes. Bah, là, c'est la même chose. Il n'y a pas d'intérêt à avoir plein de chênes ou avoir que des tulipes sauvages. L'idée, c'est d'avoir plein de plantes différentes pour apporter une vraie richesse au milieu. Ce qui est intéressant au-delà de planter, c'est de laisser pousser les espèces sauvages. Alors, bon, il y a certaines espèces qui sont en tout cas plus appréciées que d'autres, comme les coquelicots par exemple, qui apportent vraiment une vraie richesse et qui contribuent à la diversité de votre jardin. Il y en a d'autres qui sont moins appréciées, mais qui sont pourtant très appréciées par la faune sauvage. Ce sont les ronces, qui représentent de véritables refuges pour la faune. Donc, voilà, si vous avez un jardin assez grand et la possibilité de laisser des ronces dans un coin, je peux vous dire qu'il y aura des animaux qui seront très heureux de pouvoir s'y abriter. L'autre chose, vous l'aviez cité tout à l'heure, c'est de mettre en place des haies champêtres. Alors, le thuya, ça n'a pas beaucoup d'intérêt pour la biodiversité, mais en revanche, les haies champêtres, c'est très intéressant puisque ça va apporter une nourriture. Il y a en général des baies, mais ça peut être aussi des fleurs pour les pollinisateurs. Et puis, ça va offrir un refuge. Le hérisson, il est très friand de haies pour construire son abri. On l'a dit tout à l'heure aussi, mais c'est toujours bien de le répéter, c'est de bannir les pesticides, les insecticides, les anti-limaces et adopter des pratiques naturelles. Le hérisson, il va circuler dans votre jardin. Si vous utilisez des produits toxiques, il va tout de suite les pérer, il va s'empoisonner au fur et à mesure. Et en fait, vous allez empoisonner plein d'autres espèces comme ça. Donc, je vous invite vraiment à aller plutôt vers des pratiques naturelles afin de permettre aux hérissons de se déplacer dans un environnement de qualité. D'ailleurs, ça ne se voit pas tout de suite que le hérisson peut être empoisonné parce que ça va être une accumulation de poison dans son corps au fur et à mesure. Et de temps en temps, j'ai des personnes qui me disent qu'elles ont retrouvé un hérisson mort qui paraissait en bonne santé. Ça peut être dû à un empoisonnement progressif, surtout que le hérisson, lorsqu'il s'empoisonne avec ce genre de produits, son système immunitaire s'affaiblit et il devient plus sensible aux maladies et aux parasites.
Quelqu'un l'a dit tout à l'heure, on peut pratiquer aussi la tonte raisonnée, la fauche tardive. Donc, ça, c'est super intéressant en plus pendant l'été, puisque quand vous laissez des zones d'herbe haute dans votre jardin, ça va créer une zone tampon en fait entre le sol et l'extérieur. Donc, quand vous avez de fortes canicules, ça permet de garder de l'humidité. Votre sol, il va être moins attaqué par la sécheresse. Ça permet aussi de garder un couvert végétal pour que le hérisson et d'autres espèces restent au frais et puis protégés de prédateurs. Et puis, ça va favoriser aussi la présence d'insectes, de petits invertébrés dont va se nourrir le hérisson. Donc, je vous invite vraiment à avoir des petites lisières le long des haies et d'essayer de pratiquer une tonte raisonnée, donc d'avoir des endroits réensauvagés afin que la biodiversité puisse prendre vie à l'intérieur. Et puis, dans deux autres gestes qui sont intéressants, il y a évidemment de laisser des débris végétaux au sol. On peut avoir tendance, au moment de l'automne, à avoir envie de ramasser toutes les feuilles qui tombent au sol et les branchages. Mais en fait, ils sont très utiles pour la microfaune du sol, puisque ça va favoriser en fait tous les petits invertébrés qui sont dans le sol. Et au moment où le hérisson va devoir se préparer pour l'hiver et faire des réserves, ça a un grand intérêt pour lui que de trouver des invertébrés pour faire ses réserves, mais aussi d'avoir de la matière pour faire son abri. Et enfin, minimiser son impact sur le sol. Donc, en fait, l'idée, c'est de vraiment laisser un maximum d'espace vert dans votre jardin, d'éviter de bétonner ou de construire des choses qui vont limiter cet espace afin qu'il y ait le maximum d'espace pour que la faune circule. Préserver la biodiversité, c'est aussi penser faune sauvage. Donc, j'ai vu pas mal de réponses à ce propos. Donc, on en a parlé tout à l'heure, c'est limiter l'impact des chiens notamment. Les chats, moi, j'ai entendu peu de problèmes vis-à-vis du hérisson, excepté un cas ou deux sur des portées de jeunes en bas âge. Ça va être de favoriser les abris. Donc ça, j'ai vu aussi pas mal de réponses. Ça peut être des tas de bois, effectivement. Ça peut être simplement le fait, dans un coin, de mettre des tas de feuilles, des branchages, etc., dans lequel le hérisson aura peut-être envie d'aller s'installer. Nous, en général, on favorise plutôt ce genre de dispositif plutôt que d'avoir un abri à hérisson tout fait, parce qu'on préfère aller sur le naturel. Mais évidemment, vous avez également des abris qui peuvent être construits par vous ou alors achetés en boutique. Mais à ce moment-là, je vous invite aussi à aménager votre jardin parce qu'un abri à hérisson dans un jardin où il y a des pesticides et où l'herbe est rase, c'est pas très intéressant. J'ai vu aussi ça passer tout à l'heure, donc c'est évidemment de vérifier et se renseigner avant d'agir au jardin. Donc, lorsque vous allez tondre, je vous invite vraiment à aller vérifier certaines zones, notamment voilà, pour vérifier qu'il n'y a pas un hérisson qui est en pleine dormance ou juste en dormance journalière. Je vous invite aussi à ne pas toucher votre haie entre mars et septembre, puisque c'est une période où il y a beaucoup d'espèces qui vont être en pleine période de reproduction. Il y a des personnes, malheureusement, qui voilà, ne savaient pas, qui ont taillé leur haie et la femelle a pris peur et est partie et la portée a été abandonnée. Donc voilà, ce serait trop bête. Essayez vraiment de regarder et de respecter ces périodes qui sont essentielles pour la faune sauvage. Et puis avant d'entreprendre des travaux au jardin, renseignez-vous sur les périodes qui sont les plus sensibles pour l'espèce. Évidemment, on a l'hibernation pour le hérisson, mais aussi toute la période de reproduction. Donc, il y a des périodes qui sont quand même plus propices pour éviter de déranger un animal et peut-être mettre en péril sa survie ou une portée. Si jamais vous êtes inquiet pour le hérisson, avant l'hiver et après l'hiver. Donc, ils sont des périodes un peu sensibles puisqu'il va falloir qu'il passe ses réserves avant l'hiver. Et puis, après l'hiver, il peut avoir perdu beaucoup de poids et il a besoin de reprendre de la graisse. Je vous invite à créer un compost ouvert, c'est-à-dire à mettre, par exemple, vos épluchures dans un coin de votre jardin. Ça va permettre, en fait, aux petits invertébrés de venir dégrader la nourriture et puis de se développer. Et le hérisson pourra de lui-même aller trouver des petits invertébrés dans ce coin-là et créer ses réserves, en tout cas, en partie à partir de cet endroit. Et puis, c'est beaucoup passé tout à l'heure. Donc là, vous avez une image de la route à hérisson qui est issue du projet Picanville porté par le groupe mammalogique normand. Donc, c'est le fait de créer des passages dans les clôtures, dans les palissades, dans les murets, afin de reconnecter les jardins entre eux et permettre le déplacement du hérisson. Moi, j'ai 3 requêtes si jamais vous avez envie de le mettre en place. La première, c'est de se mettre d'accord avec le voisin ou la voisine, évidemment, avec le propriétaire si jamais vous n'êtes pas propriétaire.
Le deuxième, c'est de s'assurer que le passage ne donne pas sur une route, parce que ce n'est pas un cadeau hein, que de mener le hérisson directement sur un axe routier. Et puis le troisième, c'est évidemment de s'assurer que le jardin voisin est favorable au hérisson. Si jamais votre voisin utilise des pesticides ou qu'il a un chien agressif, là non plus, ce n'est pas un cadeau pour le hérisson. Au-delà de ça, vous pouvez opter pour un grillage à petite maille, tout en faisant des passages, hein, ou alors à très large maille, afin de soit éviter que le hérisson essaye de passer, soit lui permettre de passer facilement. Mais voilà, les grillages à moyenne maille, en général, c'est là où le hérisson va tenter de passer, se rendre compte qu'il ne peut pas le faire, et puis essayer de reculer, se retrouver coincé par ses piquants. Et donc, les deux autres points qu'on peut aborder, c'est le fait de sécuriser son jardin. On en a parlé tout à l'heure, hein, tout ce qui est gouttière, regard, certains trous, des déchets qui peuvent traîner. Le hérisson peut rester coincé à l'intérieur. Donc, je vous invite au possible à occulter hein, toutes ces zones pour éviter qu'il tombe dedans ou qu'il ne reste coincé. Et puis, pour vos points d'eau, si vous avez une piscine, la fermez automatiquement en fin de journée. Essayez de mettre en place des dispositifs anti-noyade ou faits maison comme celui que vous voyez là pour les canards. Notamment pendant l'été, les animaux ils vont être très attirés par les piscines et ces points de fraîcheur et d'humidité où ils pensent pouvoir trouver de l'eau. Encore une fois, le hérisson peut nager, mais s'il ne peut pas en sortir, il finit par se noyer d'épuisement. Donc, je vous invite vraiment, si vous avez une mare avec des bords un peu abrupts, etc., à mettre en place quelque chose, une planche, pour permettre aux hérissons et puis aux grenouilles, aux lézards, etc., de sortir de la zone d'eau. Et puis enfin, vous pouvez limiter tout ce qui est pollution sonore et lumineuse, notamment la nuit. Je vous invite à éteindre hein, vos éclairages, à ne pas les laisser allumer afin de préserver la faune nocturne. S'il y avait 3 gestes à retenir et à mettre en place pour préserver la biodiversité, je l'ai vu tout à l'heure, c'est de disposer une gamelle d'eau, enfin des gamelles d'eau quand vous en avez la possibilité. Là, on choisit un récipient qui est plutôt lourd et peu profond. On essaye de changer l'eau tous les jours, surtout en été, pour éviter le développement de maladies, d'algues, etc. Et puis, n'hésitez pas à mettre un caillou qui dépasse de la surface ou une branche afin de permettre aux insectes qui vont également s'abreuver d'en sortir si jamais ils tombent dedans. On a un petit peu discuté de ça tout à l'heure. Je vous invite également à prendre conseil auprès d'un centre de soins de la faune sauvage. Donc, ces centres de soins, ce sont des structures qui sont agréées, capacitaires également à s'occuper de la faune sauvage, qui requièrent des soins très spécifiques. Et donc, voilà, je vous ai mis le nom du réseau. Ils ont une carte interactive sur leur site internet. Vous pouvez trouver le centre qui est le plus proche de chez vous. Et à défaut, n'hésitez pas à appeler un autre centre même s'il n'est pas proche de chez vous, pour au moins avoir des conseils. Nous, en Bourgogne-Franche-Comté, on a le centre Athénas qui fait un travail formidable. Et je travaille pas mal également avec le centre du Chêne qui est en Normandie pour être conseillé quand il y a certaines situations qui se présentent à moi. Donc, je vous invite à noter le nom et à aller voir sur le site internet pour trouver le centre le plus proche de chez vous. Et enfin, n'hésitez pas à sensibiliser votre entourage. Là, vous allez peut-être apprendre des choses pendant ce webinaire. Vous connaissez peut-être des personnes qui ont un jardin. Toute action, en fait, même s'il n'y a pas tout ça qui est mis en place au sein du jardin, toute action est bonne à prendre puisque c'est un geste de plus pour aider la faune. Donc, n'hésitez pas à sensibiliser votre voisinage, les personnes autour de vous, afin qu'elles aient conscience peut-être des dangers que le hérisson peut rencontrer et puis des gestes surtout qui seraient favorables à sa présence. Là, on a vu beaucoup les gestes qu'il fallait faire. Avant d'aborder quelques gestes à ne pas faire, on retourne sur une petite minute du hérisson. Donc, vous souhaitez aider le hérisson, que pouvez-vous faire? Réponse A, je lui dispose une gamelle d'eau. Réponse B, je lui retire ses tiques. Réponse C, je lui donne des croquettes. Réponse D, je lui donne du lait. Donc, pas mal de A. Je vois quelques C passer. OK, il y a un peu de B également qui passe. Oui, je vois quelqu'un qui parle de la faux. Effectivement, c'est très bien également d'entretenir quand physiquement c'est possible à la faux le jardin ou en tout cas des parties du jardin parce que c'est beaucoup moins agressif pour le sol que la tondeuse. Bon, je vois pas mal de A passer, quelques C. Donc, je vais vous donner la réponse. Et donc, c'est seulement je lui dispose d'une gamelle d'eau. Je vais vous en parler après parce que je pense qu'il y en a qui auront pas mal de questions, notamment par rapport aux croquettes. Donc maintenant, on va aborder quelques gestes à éviter. Alors, ça peut paraître évident pour certains, mais c'est la base. Donc, on va
on va le redire, évidemment, on ne nuit pas à un ou des individus, une famille, et on ne détruit pas les sites de reproduction et de repos du hérisson. On ne cherche pas non plus à l'apprivoiser, le toucher. Encore une fois, le hérisson est un animal sauvage, ce n'est pas un animal à apprivoiser ou à domestiquer. Donc, on essaye de respecter la distance, une distance respectueuse pour l'animal afin de ne pas le stresser. C'est toujours un plaisir de voir un hérisson, mais je vous invite vraiment à ne pas vous approcher tout près parce que c'est beaucoup de stress pour l'animal. L'idée, c'est vraiment de pouvoir l'observer, vaquer à ses occupations sans être stressé. Donc ça, c'est important. Je vous invite également à ne pas être à tout prix dans l'intervention. Donc, quand il y a un hérisson qui est devant vous, prenez le temps d'observer l'animal. Prenez le temps également d'appeler un centre de soins afin d'être conseillé si jamais vous avez un doute. Chaque année, il y a énormément d'individus qui sont ramenés en centre alors que ce n'était absolument pas nécessaire, notamment des portées de bébés hérissons. Je comprends que ce soit assez inquiétant quand on voit des bébés tout seuls, mais la mère souvent revient ou alors ils sont seulement en exploration de leur environnement. Donc, n'hésitez pas à vous faire conseiller parce que, notamment pour les portées de petits hérissons, malgré le travail formidable que font les centres de soins de la faune sauvage, si les petits sont vraiment en bas âge, des fois, on ne peut pas remplacer le rôle d'une mère. Donc, n'hésitez pas à vous faire conseiller. Et puis, sur la même thématique, évitez de prendre conseil sur les réseaux sociaux parce qu'il y a vraiment de tout qui passe et des informations qui ne sont pas forcément bonnes pour l'animal. Et donc, ne vous improvisez pas soigneur, soigneuse. Je comprends que ce soit sympathique d'avoir un hérisson à la maison, mais je vous invite vraiment à vous renseigner et à vous tourner vers des professionnels parce qu'on peut faire plus de mal à l'animal qu'autre chose. Et l'idée, c'est de pouvoir le relâcher dans la meilleure forme possible dans son environnement. Et enfin, je vous invite à ne pas nourrir le hérisson. Alors ça, c'est quelque chose qui est très... Alors en tout cas, nous, c'est notre positionnement. C'est quelque chose qui est très répandu sur les réseaux de donner des croquettes au hérisson. Encore une fois, le hérisson est un animal sauvage qui peut subvenir à ses besoins par lui-même. Plutôt que lui donner des croquettes qui est une source artificielle de nourriture, ramener vraiment de la biodiversité au jardin pour qu'il aille trouver lui-même des invertébrés, des fruits mûrs tombés au sol si vous avez un arbre fruitier ou autre, qui correspond beaucoup plus à son alimentation. De plus, les croquettes, elles contiennent souvent des adjuvants et des reliquats d'antibiotiques. Donc, au fur et à mesure du temps, ça va affaiblir le système immunitaire du hérisson qui va devenir plus sensible aux maladies, aux parasites. Ça peut créer des carences, des dysfonctionnements du foie et des reins. Ça peut perturber son cycle naturel puisque s'il y a tout le temps des gamètes à disposition, il ne va pas forcément avoir besoin d'hiberner alors que c'est normalement son comportement naturel. Et puis, ça peut créer des comportements agressifs entre individus, des regroupements d'individus autour de gamètes et donc une facilité pour transmettre les maladies, les parasites entre individus. Donc voilà, je vous invite vraiment à opter plutôt pour l'option compost ouvert dans un coin du jardin dans les périodes qui sont un peu sensibles plutôt que donner des croquettes et surtout pas de lait et de pain qui sont toxiques pour le hérisson. Maintenant, je vais vous présenter rapidement l'opération hérisson. Alors, je n'ai pas préparé spécialement de minute du hérisson, mais n'hésitez pas à dire si vous connaissez l'opération hérisson dans la conversation. Ce serait intéressant de voir si vous participez également à ce dispositif. Et oui, je vois souvent que des personnes me disent qu'elles mettent des croquettes pour chat à l'extérieur, mais que le hérisson, forcément, il passe. Je vous invite à la mettre en hauteur, la gamelle, parce que le chat, il pourra toujours sauter pour y accéder, mais le hérisson, à partir d'une trentaine de centimètres, ça devient quand même un peu plus compliqué pour lui d'y accéder. Donc, je vois qu'on a pas mal de personnes qui participent à l'opération. Merci d'ailleurs de rester mobilisés. Donc, l'opération hérisson, c'est un recensement participatif du hérisson d'Europe. Ça se fait partout en France hexagonale et ça a lieu tout au long de l'année. Je vous ai mis l'adresse du site là, donc n'hésitez pas à la noter. Et puis, je vais vous présenter un petit peu derrière les objectifs et puis les avantages de ce dispositif. Les objectifs, donc, ils sont au nombre de 3. C'est d'améliorer les connaissances sur l'espèce, puisqu'on la connaît assez mal finalement. C'est de sensibiliser les publics pour avoir de meilleures pratiques, de meilleurs gestes, et puis protéger au mieux le hérisson. Et puis, c'est évidemment de préserver l'animal à travers des actions concrètes, comme la route du hérisson, qui est le projet porté par le groupe Mammalogique Normand, à travers le dispositif Picanvier. Les avantages, c'est que c'est la seule espèce de hérisson présente en France hexagonale. En plus, c'est le seul mammifère à piquant, donc a priori, le risque de confusion est très faible. Il n'y a pas de matériel nécessaire, excepté d'avoir une connexion à Internet. Et puis, il prend en compte les hérissons vivants, mais aussi les hérissons morts. Je comprends que ce soit moins agréable comme rencontre,
mais c'est des indices de présence de l'espèce et ils sont également très importants pour nous aider à mieux comprendre des endroits accidentogènes et puis aussi les zones de déplacement des populations. Et puis, évidemment, on a aussi les indices de présence, comme les crottes, les empreintes, les abris aussi que vous pouvez nous transmettre. Alors, comment participer? Là, je vous ai mis 2 captures d'écran de la plateforme. Alors, vous avez d'autres petits onglets qui s'affichent en général, mais ça, ce sont les principaux. Donc, on vous invite à renseigner la date, l'heure de votre observation. Je vous invite plutôt à mettre peut-être le village ou la ville qui est la plus proche de votre observation et ensuite de déplacer le curseur. C'est des fois plus simple que de rentrer directement une adresse. Et puis, ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez renseigner votre observation a posteriori. Donc, si jamais vous étiez au volant, évidemment, on ne vous invite pas à prendre votre téléphone, on préfère votre sécurité, mais n'hésitez pas à retenir le lieu à quelques mètres près pour ensuite le renseigner quand vous êtes les mains libres. Ensuite, vous pouvez renseigner les éléments de paysage qui se trouvent autour de votre observation. Et derrière, on va vous demander plus de détails sur ce que vous avez vu. Donc, est-ce qu'il y avait des hérissons vivants et morts, seulement vivants, seulement morts? Est-ce que c'était des indices de présence? Vous pourrez désigner quel est l'indice de présence que vous avez observé, s'il y avait le nombre de hérissons que vous avez vus, morts et vivants, s'il y avait plutôt des adultes, des jeunes. Et puis, dans le cas d'un décès, vous pouvez mettre aussi, si vous arrivez à l'identifier, la cause de la mort. En général, ce qui est le plus simple à voir, c'est les collisions routières et puis tout ce qui est accident, noyade et chute. Donc voilà. Ensuite, on vous invite à charger une photo. Sachez que ce n'est pas obligatoire pour une observation de hérissons morts ou vivants, puisqu'on vous fait confiance pour le reconnaître. En revanche, pour tout ce qui est indice de présence, c'est important pour nous afin de pouvoir être certain que ça appartient bien aux hérissons d'Europe. Là, je vous ai mis la carte de 2024. Donc, on a eu 7600 observations, plus de 7600 observations recensées en 2024 et plus de 5600 participantes. Donc, merci beaucoup pour votre mobilisation. Comme vous le voyez, on a encore des zones un peu blanches sur lesquelles on n'a pas de participation. Donc, n'hésitez pas à en parler autour de vous afin qu'on soit toujours plus à renseigner et à en apprendre plus tout simplement sur le hérisson. Mais voilà, on a des régions qui sont très mobilisées. Donc, merci beaucoup à toutes les personnes qui contribuent à notre programme depuis plusieurs années. Sachez que vos observations, elles nous sont très utiles et on espère bientôt, nous aussi, déployer la route du hérisson en s'appuyant sur les données que vous avez renseignées. Et enfin, je vais arriver à la fin de cette présentation. Je voulais juste vous rappeler qu'on peut agir à son échelle et également au-delà. Donc, comme on le disait tout à l'heure, c'est faire place à la biodiversité et la faune sauvage à son échelle. C'est également en parler autour de soi, mais aussi agir avec sa commune. N'hésitez pas à essayer de créer, de parler avec votre entourage, de mettre en place le dispositif de la route du hérisson sur votre commune, de voir comment éteindre les éclairages nocturnes un peu plus tôt pour protéger la faune, pratiquer la tonte raisonnée à certains endroits, ou encore voir comment organiser des conférences pour sensibiliser vos voisins et vos voisines en vous rapprochant d'une association de France Nature Environnement ou autre. Vous pouvez également soutenir humainement et ou financièrement les associations de protection de la nature, donc en participant à des programmes de recensement comme l'opération Hérisson, ou si vous n'avez pas le temps, en donnant financièrement, en donnant des sous par un don ou autre afin de nous permettre de financer nos programmes. Et puis, n'hésitez pas, je vous invite à agir pour de meilleures politiques. Comme vous le savez, actuellement, il y a des lois qui essayent de passer qui sont très destructrices de l'environnement. Donc, en fait, la protection du hérisson, elle passe aussi par ça, par les choix qu'on fait pour préserver l'environnement, la biodiversité et puis finalement le futur de notre société également. Donc, je vous remercie pour votre attention. On va prendre quelques questions derrière. Je vous ai remis quelques adresses, donc celle du site de France Nature Environnement, celle de la page de l'opération Hérisson et celle de la plateforme de recensement de l'opération Hérisson. N'hésitez pas à les noter. Et puis, je vais laisser la parole à Fanny qui va prendre quelques questions qui ont été rédigées sur le chat. Oui, merci beaucoup Victoire. Du coup, je vais reprendre quelques questions. Il y en avait une qui faisait directement lien avec ce que tu venais de nous dire sur comment mobiliser les personnes autour de soi. Est-ce que
où est-ce qu'on peut retrouver des documents, des prospectus, de la documentation pour pouvoir s'appuyer voilà, sur des faits portés par l'association, des faits scientifiques, pour prêcher la bonne parole, comme dit la personne dans le chat? Alors, bonne question. Alors nous, on a un dépliant, je ne sais pas s'il est déjà en ligne sur sur le site internet de France Nature Environnement, mais il y a un dépliant qui parle de l'opération et de l'opération hérisson, de quelques gestes qui peuvent être mis en place et de comment réagir quand on a un hérisson qui est peut-être mal en point, savoir s'il faut intervenir, qui donne les gestes, voilà, quelques généralités là-dessus. Après, vous avez la page dossier hérisson de France Nature Environnement qui donne pas mal d'informations avec un dossier hérisson, pas mal d'informations sur le statut de protection de l'espèce, pourquoi c'est important de le protéger. Et puis, alors je réfléchis comme document. Après, c'est plus, voilà, il a évolué de statut récemment. Ça, c'est pas quelque chose qu'on peut réfuter. Donc, ça montre bien qu'actuellement, les populations, de façon générale, en Europe, sont plutôt en train de décliner qu'augmenter. Donc, c'est qu'il y a pas mal de choses à mettre en place. Et puis, si vous tapez biodiversité au jardin, PDF sur Internet, vous avez beaucoup également de documents qui peuvent ressortir pour vous expliquer comment aménager des choses au jardin pour la faune, etc., afin de la préserver. Oui, et il y avait aussi une question pour le milieu scolaire. Donc, j'en profite pour dire on a un petit document fait aussi réalisé par Victoire sur à la rencontre du hérisson, qui est très, très bien et super adapté pour les enfants. Donc, il est disponible sur notre site internet. Et Victoire, tu reparlais du statut du hérisson. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que ça signifie, enfin, pourquoi il est quasi menacé et quelle est un peu la différence entre une espèce menacée en voie de disparition, si, voilà, dans les grandes lignes, est-ce que tu peux nous rappeler Ok. ce qu'est cette classification? Alors déjà, en fait, cette classification, elle se fait à partir de la liste rouge des espèces menacées. Donc, c'est un outil de suivi de la biodiversité de façon générale, que ce soit la flore et la faune, afin de voir enfin, l'état de santé en fait des espèces et voir comment elles évoluent. Donc, ce changement de statut, il s'est appuyé sur des études qui ont été réalisées, alors plutôt en Angleterre, Belgique, Pays-Bas, etc. Et en fait, le constat sur ces dernières années, c'est que les populations sont en train de baisser. Donc, eux, ils ont considéré à partir de cette étude que le hérisson n'était pas encore passé à un stade un peu plus critique d'espèces menacées, mais qui commence à s'approcher de ce statut. Moi, je le considère vraiment comme ce que je vous disais, une sonnette d'alarme, mais qu'il y a encore une marge d'action. Donc, c'est important de rester positif, de ne pas aller dans tout ce qui est interventionnisme, hein, c'est ce que je vous disais, de vraiment réfléchir à comment créer des espaces de verdure, des refuges de nature autour de chez vous également, afin de préserver l'espèce. Et pas que d'ailleurs. Est-ce que tu as des conseils peut-être un peu plus particuliers aux personnes qui habitent dans voilà, des milieux urbanisés ou en ville et qui ne peuvent pas agir directement vers leur jardin? Alors, ça peut être de mettre des autocollants sur vos vitres pour les oiseaux. Alors là, ça concerne plutôt les oiseaux. La gamelle d'eau, c'est sûr que c'est un peu plus compliqué, mais c'est très intéressant aussi en temps de canicule alors, les oiseaux, c'est plus sur une terrasse, mais sinon, pour les insectes, ça peut servir également. Après, là, ça va être plus de vous investir auprès d'une association, de soutenir financièrement une association, et puis d'en parler autour de vous, d'être un peu moteur peut-être pour essayer d'organiser dans une maison de quartier ou dans la salle de fête de votre commune une conférence avec une association afin de sensibiliser, promouvoir peut-être l'opération Hérisson. Ça peut être des choses comme ça. Mhm. Oui, c'est aussi du fait de l'absence voilà, de milieux naturels et de végétalisés en ville que des associations comme France Nature Environnement agissent aussi auprès des communes pour que ces types de milieux existent davantage en ville pour la santé des espèces et pour la santé humaine. Il y a beaucoup de questions sur pourquoi est-ce qu'on ne peut pas nourrir avec des croquettes? Comment est-ce que on reconnaît un animal qui a besoin d'assistance ou pas? Comment, à son échelle, on peut savoir comment il faut réagir et comment réagir? Alors, concernant comment savoir s'il faut réagir ou non, c'est pour ça que je vous invite vraiment à observer dans un premier temps l'animal. Si l'animal voilà, reste toujours à la même place, s'il est couché sur le flanc, en plein soleil, s'il est peu vif,
s'il ne se met pas spécialement en boule, mais qui ne bouge pas énormément, s'il est recouvert de parasites, parce qu'il faut savoir qu'il est normal que le hérisson ait quelques parasites. S'il en est recouvert, là, c'est un problème. S'il respire très bruyamment, ce genre de choses, en général, c'est qu'il y a peut-être un souci plus profond. Donc là, encore une fois, tournez-vous vers un centre de soins de la faune sauvage afin d'être conseillé et savoir comment réagir. Au contraire, alors aussi s'il est blessé, évidemment, là, il faut intervenir. Au contraire, si jamais il vous semble vif, s'il n'est pas recouvert de parasites, il n'est pas blessé, etc. Là, il faut peut-être, moi je vous invite plutôt à observer s'il continue à avoir un comportement un peu bizarre, mais si voilà, il a l'air bien, laissez-le tranquille et laissez-le vaquer à ses occupations. Concernant les croquettes, en fait, l'idée pour aider le hérisson, c'est pas de le perfuser à l'humain. Déjà qu'il est énormément impacté par tout ce qui est activité humaine. Si en plus on commence à l'habituer à avoir des croquettes, à consommer en plus une source d'alimentation qui n'est pas adaptée, je vous l'expliquais tout à l'heure, il y a des reliquats d'antibiotiques, il y a des adjuvants qui vont impacter sa santé sur le long terme. C'est vraiment pas l'aider. D'ailleurs, si jamais on vous dit un jour de nourrir le hérisson, ça peut arriver, un centre de soins peut peut-être vous dire ça, mais c'est toujours sur un temps donné et c'est jamais régulièrement. Donc voilà, c'est pour ça que je trouve, pour nous en tout cas, la meilleure solution, c'est de ramener de la biodiversité au jardin afin qu'il y ait des invertébrés, des insectes, des vers de terre, d'autres petits vers, etc. Planter des arbres fruitiers pour qu'il y ait des fruits qui tombent au sol et qu'il puisse les consommer, plutôt que lui donner une nourriture qui n'est absolument pas adaptée à son régime alimentaire et qui n'est pas trouvée tout simplement dans la nature. Merci Victoire. J'ai quelques questions liées à l'opération Hérisson. Comment on peut savoir si une espèce, enfin un hérisson, est mature ou juvénile? Est-ce que ça se fait juste par la taille ou est-ce qu'il y a d'autres indications? Et puis, quand on indique la présence d'un hérisson, comment est-ce qu'on indique les éléments qui sont autour de lui? Est-ce que c'est les éléments qui sont vraiment proches ou est-ce que il faut réfléchir à une échelle un peu plus large? Par exemple, est-ce qu'il y a un parc ou une route 200-300 mètres plus loin? Alors, pour la taille du hérisson, c'est toujours compliqué parce qu'on aimerait développer un outil un peu plus précis, mais évidemment, il va y avoir une variabilité suivant l'individu, hein. Donc, c'est toujours un peu difficile. Un individu adulte, il peut en général être entre 20 et 30 centimètres. Donc, voilà, faites au mieux. Si vous le saurez, si jamais c'est un petit hérisson, en général, quand c'est de la taille d'une mangue, voire un peu plus, ça reste un jeune. Quand ça commence à être plus de la taille, alors pas d'une pastèque parce que ce sera jamais aussi gros qu'une pastèque, mais d'un gros melon, on va dire, peut-être que ça peut aller plus sur un adulte. Et puis l'autre question, c'était pour les éléments de paysage autour d'une observation, vous pouvez les renseigner entre 10 et 20. En fait, c'est les éléments qui vous sautent le plus aux yeux. Donc plutôt entre 10 et 20 mètres autour de vous maximum. Pas au-delà, excepté si... oui, pas au-delà, plutôt entre oui, 10 et 20 centimètres autour... 10 et 20 mètres, pardon. 10 et 20 mètres autour de vous, c'est pas mal. Au-delà, ça commence à faire beaucoup. C'est vraiment les éléments qui sont le plus proches de votre observation. Donc là, on va peut-être reprendre encore une ou deux questions. Mais d'ailleurs, il y en a une, c'est voilà, est-ce que si il y a des questions qui n'ont pas été répondues là durant le chat ou si en participant à l'opération Hérisson, si d'autres personnes rencontrent des hérissons, à qui ils peuvent s'adresser pour savoir comment réagir? Est-ce que via l'opération Hérisson, on peut poser aussi des questions? Est-ce qu'on a des adresses mail de personnes qui pourraient répondre à ce type de questionnement à conseiller? Alors, tout ce qui concerne l'état de santé d'un hérisson, je vous invite plutôt à vous tourner vers un centre de soins de la faune sauvage. C'est vraiment leur corps de métier, donc c'est eux qui pourront vous renseigner le plus rapidement possible avec les meilleurs conseils les plus adaptés à la situation. Concernant l'opération hérisson, je sais qu'il y a pas mal de personnes qui laissent des commentaires lorsqu'ils renseignent une observation. Si vous avez une question, en fait, posez-la plutôt directement à l'adresse contact de France Nature Environnement. Fanny, je ne sais plus ce que c'est l'adresse contact de France Nature Environnement, mais c'est ce qui sera plus simple pour avoir une réponse rapidement. Je ne sais pas si on peut la mettre dans le chat ou si on a une autre adresse sur laquelle les personnes peuvent envoyer leurs questions.
On mettra tous les liens dans un mail récapitulatif qui aura aussi le lien vers le replay du webinaire. Voilà, qu'on enverra demain, je pense. Eh bien, peut-être une dernière question parce que qui concerne aussi l'opération hérisson. Quand on observe un hérisson dans son jardin ou plusieurs hérissons dans son jardin, comment on fait pour les signaler? Est-ce qu'on fait un seul signalement? Est-ce qu'on le signale autant de fois qu'on le voit, plusieurs fois? Est-ce qu'il y a des consignes à ce sujet-là? Alors, très bonne question. Si jamais vous observez plusieurs hérissons en même temps au même endroit, vous faites un seul signalement. Si jamais vous observez des hérissons à différents moments et que vous pensez qu'ils sont différents, c'est difficile de savoir si c'est le même hérisson qui traverse votre jardin. Si vous pensez que c'est le même, je vous invite à le renseigner une seule fois dans l'année, excepté si c'est une femelle que vous apercevez avec une portée plus tard dans l'année. Là, vous pouvez renseigner de nouveau la famille. Si jamais c'est le même hérisson en général, je vous invite à le renseigner une seule fois. Et puis, si jamais vous voyez un hérisson à un moment différent et que vous pensez que ce n'est pas le même individu, vous pouvez faire un deuxième signalement. Mais en tout cas, si la position et le moment sont différents, il faut faire 2 signalements différents. Merci beaucoup pour cette super intervention, Victoire. T'as plein de retours très positifs dans le chat. Et donc, si cette intervention vous a plu, continuez à suivre ce qu'on fait, à suivre l'opération Hérisson, à toutes nos publications autour de ce précieux allié de la nature, et puis à nos projets à venir, comme les routes des hérissons dont a parlé Victoire durant le webinaire. Grâce à toi, maintenant, on en sait bien plus sur le hérisson et surtout sur comment mieux le protéger. Donc, peut-être qu'avant de nous quitter, on a un petit peu plus d'informations à vous partager si vous souhaitez en savoir plus ou agir davantage pour le hérisson et la nature. Donc, si ce n'est déjà fait, vous pouvez vous inscrire à la newsletter mensuelle de France Nature Environnement. On y partage tous les mois nos actualités, nos études et puis nos campagnes et nos combats en cours. Vous pouvez nous suivre aussi sur Facebook, Instagram, LinkedIn, YouTube et même Blue Sky. Donc, n'hésitez pas à nous suivre sur ces réseaux sociaux-là et à partager nos actualités. Comme disait Victoire, si vous avez envie de vous engager localement, vous pouvez devenir bénévole auprès d'une association et notamment des associations de notre fédération. Donc, sur notre site, vous pouvez trouver une page dédiée où il y a un petit formulaire que vous pouvez remplir dans lequel vous pouvez nous indiquer où est-ce que vous vous situez en France et ce qui vous intéresse, par exemple, que ce soit la biodiversité, la santé, la montagne. Il y a plein de façons d'agir et toute aide est précieuse et on vous accueillera avec grand plaisir. Donc, vous pouvez aussi vous renseigner auprès des associations locales directement sur leur site internet, que vous pouvez les retrouver via le nôtre national, si vous ne savez pas exactement quelles sont les fédérations à votre niveau. Et puis, bien sûr, si vous le souhaitez et si vous pouvez, n'hésitez pas à nous soutenir financièrement en faisant un don à France Nature Environnement sur soutenirfne.asso.fr. C'est grâce à vous qu'on peut conserver notre indépendance et mener des actions ambitieuses pour le hérisson et pour la nature et la santé humaine dans son ensemble. Donc, chaque don nous est précieux. On a mis dans le chat les liens qui correspondent un peu à tout ce que je viens de vous dire, ce que je viens d'évoquer. On vous enverra également tous ces liens, ces informations, des éléments complémentaires et la vidéo du webinaire dans un mail qu'on partagera à tous les inscrits. Et puis surtout, par la suite, n'hésitez pas à partager ce webinaire, à parler du hérisson autour de vous, à faire passer toutes les informations que vous avez apprises aujourd'hui. On vous remercie encore grandement pour votre présence et puis on vous dit à bientôt sur nos réseaux sociaux, en ligne ou bien directement sur le terrain auprès de nos équipes salariées, de nos bénévoles. Merci beaucoup et merci beaucoup Victoire. Merci à vous, merci beaucoup pour votre intérêt, pour les interactions et puis pour votre désir de protéger le hérisson et pas que, pour votre engagement envers la nature. On a besoin de tous les bras pour préserver le monde qui nous entoure. Donc, merci pour tout le travail et tout ce que vous faites au quotidien. Merci. Donc je vais clôturer le webinaire et puis à bientôt. À bientôt.